Le débrief de l'Actu Tech avec nos deux invités aujourd'hui. Alain Staron, on le connaît bien, président et cofondateur d'Artifil. Il nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup Alain Staron de nous accompagner aujourd'hui. Guillaume Seligman, on le connaît un peu moins, avocat associé au sein du cabinet Ayache. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à tous les deux d'être là pour débriefer de cette actualité. Je vous le disais donc tout à l'heure en préambule de cette émission, la présidence française au Conseil de l'Union européenne s'est achevée le 30 juin, il y a quelques jours donc, et l'heure est au bilan. Le pari semble plutôt réussi pour le volet numérique avec l'adoption du paquet DSA-DMA, des textes historiques visant à réguler les très grandes plateformes dans l'espace numérique européen. On reviendra également sur une avancée majeure sur le sujet cette fois de la cybersécurité. Alain Staron, qu'est-ce qu'on retient d'abord, c'est ce que je disais, de cet accord, l'adoption du paquet DSA-DMA. Pourquoi on retient ça d'abord? Qu'est-ce que ça a d'historique? J'ai envie de dire la fin des plateformes. Ouais. En fait, on écrit la possibilité de fragiliser suffisamment les plateformes pour laisser de l'air à tout le monde. C'est pas que j'ai rien contre les plateformes en tant que telles, sauf que c'est comme il faut laisser les autres respirer. C'est comme un saule pleureur, c'est magnifique, mais il n'y a plus rien qui pousse dessous. Donc, et quand c'est un sol américain et que ce qui est dessous est européen, ça me pose moi un vrai problème de citoyen. Bien. Donc, ce qu'on retient, c'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est qu'on oblige les grandes plateformes verticales à casser leurs étages, ou ouvrir à chaque étage la possibilité à des tiers de venir utiliser les services. Je pense que c'est fondamental. C'est ce qui nous bloque dans plein de domaines. C'est ce qui fait aussi qu'ils font de la vente forcée. On en reparlera peut-être sur plein de sujets. Et donc, il était temps, et c'est une très bonne, je trouve, c'est une très bonne régulation. Mais c'est intéressant ce que vous dites, il était temps. Pourquoi ça devenait urgent aujourd'hui pour l'Europe de réguler ces très grandes plateformes numériques? Il fallait le faire, là. Et si on regarde, là, je lisais là, ce qui sort, là, il sortait un truc récemment sur les résultats des clouds. 73% des clouds sont américains, 80% de l'augmentation est américaine. Et il y a quelques Européens qui se battent et qui n'y arrivent pas. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Pourquoi le leader, c'est Amazon AWS avec 49% de part de marché? Pas parce que vous avez le cloud AWS, vous avez en même temps les outils d'IA, de développement, etc. Et donc, ils ont une verticalité de leur offre que les autres sont incapables d'offrir. Et donc, tant qu'on ne peut pas utiliser les outils d'AWS sur OVH, par exemple, hein, pardon pour les acronymes, et ben, OVH est plombé. Guillaume Seligman, même question. Qu'a-t-il d'historique cet accord? Pourquoi il était urgent de le faire? Et ensuite, voilà, je pose la question à l'avocat que vous êtes, si vous voulez rentrer dans le détail des obligations maintenant vis-à-vis de ces grandes plateformes du numérique. Alors, c'est un succès qui a été d'autant plus remarquable qu'il a été trouvé dans un champ qui était parsemé d'obstacles vraiment importants. D'abord, la France a pris la présidence de l'Union pendant une période assez courte et très mouvementée entre la pandémie et la guerre en Ukraine aux portes de l'Europe. Et donc, elle a eu cette occasion relativement unique, du fait aussi de l'attentisme d'autorités d'autres pays, notamment aux États-Unis, de se placer à l'avant-garde dans la régulation des plateformes. Peut-être aussi pour les raisons qu'évoquait Alain, qui sont le fait que la majorité des acteurs sont américains. Pour entrer un peu dans le détail, il a fallu trouver un équilibre entre la protection de l'innovation, parce qu'il y a aussi des acteurs européens, et qu'il ne fallait pas les plomber par des contraintes de régulation trop importantes, et puis, par ailleurs, la protection des citoyens, des consommateurs. Donc cet équilibre, il a été trouvé en fixant des seuils, et en fixant des modalités, et en assortissant l'ensemble de sanctions qui peuvent potentiellement être très lourdes. On peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial consolidé, donc l'épée de Damoclès est particulièrement lourde. C'est ce que disait Alain Staron, on est sur une régulation très stricte, hein, on n'y est pas allé de main morte. En effet, mais l'exemple qui a pu inspirer la présidence française, c'était aussi le succès qu'a été le règlement sur la protection des données personnelles. Là encore, l'Europe s'était placée, inspirée par la France, s'était placée à l'avant-garde, et elle a réussi à instaurer un standard et des mécanismes qui aujourd'hui essaiment dans le monde entier. C'est vraiment l'Europe qui porte le phare, qui éclaire la voie, et on peut espérer, enfin en tout cas c'est mon cas, que ce sera la même logique qui prévaudra pour la DMA et la DSA. DMA, c'est pour les plateformes et DSA, c'est pour les services. Voilà. Après, on peut rentrer dans les détails, mais il y a juste un autre aspect que je voudrais évoquer, parce qu'il est également très important pour cette présidence française de l'Europe, c'est le réveil de la souveraineté. Oui.
Outre ces législations, il y a le projet de directive Nice 2 qui a été conclu sous la présidence française et qui permet à l'Europe de retrouver en quelque sorte, de remettre l'accent sur les projets de souveraineté en matière de cloud, en matière de composants électroniques et en matière de cybersécurité, de protection des entreprises et des administrations. Et on peut mesurer, à la lumière de l'actualité, à quel point cette initiative était importante. Avancée majeure aussi, je voulais en parler un peu plus tard, mais sur cet aspect de la cybersécurité, en effet. Oui, effectivement, il était temps. Il était temps. Juste un tout petit... Oui. Vous vouliez réagir sur la partie, effectivement, on casse les plateformes et l'Europe a rendu une vraie réglementation basée sur un RGPD, entièrement d'accord. C'est très intéressant parce que des gens comme la Corée ou l'Inde ont pris ont rendu des décisions de justice très parcellaires à l'encontre d'Amazon surtout, toujours dans le même esprit, pour casser les plateformes. Donc, enfin, un continent traite le problème dans son ensemble. Ça, c'est très, très bien. Cybersécurité, oui, c'est le pendant de la même chose pour les côtés, effectivement, de protection. Il y a encore du chemin là-dessus, j'ai envie de dire. Mais bon, on en parlera peut-être plus tard. C'était pas dans la bonne direction. Je repose la question là, encore une fois, Guillaume Seligman, à l'avocat que vous êtes. Il y a la partie législation, évidemment, et puis ensuite, il y a la partie mise en œuvre. Voilà. Quelles vont être les difficultés rencontrées aujourd'hui par les États européens ou par la France, on peut prendre le cas de la France, pour l'application de cet accord-là? Alors, c'est une question qui est intéressante parce qu'elle met le doigt sur la difficulté principale. Ouais. Il y a la force de l'exemple. Récemment, la Commission européenne a eu l'occasion de hausser le ton contre certaines des grandes plateformes, notamment Google et Amazon, avec des sanctions qui commencent à être très substantielles et qui font évidemment réfléchir les acteurs américains notamment, mais pas seulement. Certains acteurs chinois aussi sont obligés d'intégrer maintenant la réponse européenne. Et du coup, c'est une première manière de mettre en œuvre, en quelque sorte, en disant qu'une personne avertie en vaut deux. Il y a un second mouvement qui est de donner du temps aux acteurs européens pour anticiper, se mettre à niveau et intégrer dans leur démarche de conception de leurs produits, de leurs services, ces contraintes de manière native, de façon à en faire des acteurs plus agiles, mieux adaptés. Nous, la France, par exemple, est-ce qu'on a un cadre législatif aujourd'hui qui va permettre, je ne sais pas, une application peut-être plus facile aujourd'hui de ces directives-là? Alors non seulement on l'a aujourd'hui, mais on l'avait même hier, puisque la France est un des acteurs qui a le mieux anticipé ces questions. Sur le plan des données personnelles, c'est depuis 1978 que la France se préoccupe de ces sujets. La LCEN avait déjà, enfin la loi pour la confiance dans l'économie numérique avait déjà préparé le terrain sur le plan des plateformes, des hébergeurs, le régime de responsabilité qui est lié notamment. Et elle avait, par la loi Pacte, déjà commencé à prévoir le statut des prestataires de services sur actifs numériques. Donc il y avait un travail en quelque sorte de débroussaillage, d'élaboration conceptuelle, de catégorisation qui avait été fait. Et ce travail a été présenté, soumis au débat et a donné lieu à l'adoption de mécanismes, disons, très voisins, très inspirés de ce modèle, avec des aménagements qui ont été discutés par l'Europe et qui me semblent présenter un certain équilibre entre la protection de l'innovation, le souci de préserver des aspects de souveraineté, comme la monnaie notamment, et puis également la protection des consommateurs. C'est cet équilibre qu'il faut garder à l'instant. Oui, il y a quand même un petit sujet, c'est que pour un géant, c'est toujours plus facile de trouver des parades que pour un petit. Je ne sais pas si vous avez vu l'appel des lucioles. Les lucioles, c'est l'opposé des licornes, et qui se disent aidez-nous, en particulier sur le RGPD. Ils disent c'est tellement compliqué que nous, on a moins de moyens que des grands pour y arriver. Donc, c'est un peu le diable se dit dans les détails. Je pense que sur DMA, DSA, il y aura moins de sujets, parce que clairement, on vise que les plateformes intégrées. Mais quand même, gardez présent à l'esprit que trop de réglementation. Pour les petites structures. Pour les petites structures, leur mettre des cailloux dans le sac à dos, quoi. Alors, oui, allez-y, réagissez. Après, le temps file, on va passer à notre autre sujet, évidemment. C'est très vrai, mais justement, cette législation unifiée pourra aider, je pense, à permettre d'avoir une vision un peu claire, y compris pour les petits acteurs. C'est pas trop difficile à développer.
On continue à parler des avancées européennes sur le volet numérique avec une réglementation qui encadre cette fois les cryptos actifs. L'Europe s'accorde sur 2 règlements, MiCA et TFR, et se dote ainsi d'une régulation plus harmonisée sur les crypto-monnaies. Est-ce que c'est la première fois que l'Europe se dote d'un cadre harmonisé pour la régulation des crypto-actifs? Est-ce que là aussi, on est sur quelque chose un peu d'historique? Oui, on peut le dire. Et c'est d'autant plus heureux qu'on est passé à un cheveu de la catastrophe. Quelle catastrophe? 3 catastrophes. Ouais. La première catastrophe, c'était le risque, ou en tout cas la tentation, d'imposer la taxonomie européenne, donc la mesure de l'impact environnemental sur les activités, aux mineurs de crypto-monnaies. Ce qui aurait été la fin de cette activité en Europe. La deuxième catastrophe qui a été évitée, c'était de faire porter cette législation dans les mêmes termes sur la finance décentralisée, le fameux DeFi, parce que les mécanismes qui sont mis en œuvre sont très mal adaptés pour la régulation de ce domaine. Et puis la dernière catastrophe évitée, ça a été la régulation unique d'un domaine aussi disparate que les NFT. Dans les 3 cas, ça a donné lieu à un très vif débat pour des raisons à la fois idéologiques, politiques, techniques. Mais je crois que la France a réussi à peser dans les débats pour se donner le temps d'atteindre une certaine maturité. Donc ces sujets ne sont pas définitivement écartés. Peut-être qu'on y reviendra dans une prochaine mouture de MiCA. Mais en tout cas, ils ne sont pas traités de façon trop monolithique, ce qui aurait été un vrai drame, parce qu'on est à l'aube de ce qu'on peut considérer être une révolution d'ampleur majeure. Et du coup, obérer les chances de succès des acteurs européens à ce stade aurait été vraiment dramatique. Alain Staron. Oui, moi je retiens, parce que je ne suis pas spécialiste que vous, Guillaume, je retiens parmi les choses que je trouve pertinentes, c'est l'obligation de devoir s'appuyer sur soit des fonds propres, soit des liquidités convertibles. De loin, je me dis que ça va éviter des grands crashs. Comme on en a connu récemment. Comme on en a connu récemment, et on se souvient pas de la crise de 29, mais voilà, à un moment, il vaut mieux qu'il y ait des liquidités quelque part. Ça, c'est un premier point. Puis le deuxième point, c'est aussi de dire, une stablecoin, il faut qu'il y ait une majorité de monnaie européenne dedans. Donc voilà, j'aime bien parce que c'est pas trop. C'est le minimum, à mon avis. Et effectivement, les NFT, on verra plus tard. Et heureusement, parce que c'est quand même compliqué de vouloir tout légiférer tout de suite dans un monde qui bouge tellement vite, quoi. Mais sur cet équilibre, encore une fois, il y a une question d'équilibre. Comment réguler sans étouffer? Puisque là, on parle des plateformes. Il y a les plateformes de trading, évidemment. Il y a aussi ces utilisateurs, ces investisseurs français qui investissent de plus en plus tous les jours dans ces crypto-actifs-là. Voilà, c'est un peu ça qu'il faut trouver, c'est-à-dire innover sans étouffer et sans... voilà, là, qui est touché? C'est les plateformes de trading aujourd'hui qui sont touchées par ces régulations-là. Aujourd'hui, l'investisseur français, le particulier, est-ce qu'il se rendra compte de cette régulation-là? Comment lui va la vivre? Alors, vous avez raison. Réguler sans étouffer, c'est toute la difficulté de l'exercice. Trouver ce juste point d'équilibre, c'est ça que le législateur européen doit faire. En revanche, ça n'est plus uniquement une question de plateforme ici. Toute la chaîne de valeur, de la conception des technologies à l'émission des produits, aux plateformes sur lesquelles elles peuvent être échangées, aux distributeurs et, in fine, aux consommateurs, doivent trouver le bon mix entre la protection de l'innovation et la protection du consommateur, et même des équilibres systémiques, parce que là, on parle d'actifs qui sont susceptibles d'avoir un effet sur les équilibres de marché. Donc, l'équilibre entre l'encadrement et l'harmonisation passe par des statuts qui sont définis, qui sont étendus à l'échelle européenne, passe par des mécanismes de contrôle de certains types de produits, comme notamment les stablecoins que vous évoquiez tout à l'heure. Mais il n'y a pas que ça. Et passe également par le souci de préserver la compétitivité des acteurs européens. Et c'est d'ailleurs une des difficultés de l'exercice. C'est que, pour puissante qu'elle soit, l'Europe ne légifère que dans ses frontières. Il peut y avoir des aspects extraterritoriaux, on l'a vu avec la protection des données personnelles, bien sûr, mais l'idée est que les plateformes qui
qui ne font pas de sollicitation active ne sont pas soumises à cette régulation, et l'essentiel des acteurs étrangers ne font pas, ou du moins prétendent ne pas faire, de régulation active. Donc c'est sur ce type de critères que la difficulté va se poser. Bon, on va terminer cette discussion, je le disais, en disant un mot quand même sur la nomination du nouveau ministre délégué au numérique, Jean-Noël Barrot. Il succède, vous le savez, à Cédric O. Mais contrairement à ses deux prédécesseurs, d'ailleurs Mounir Majoubi et Cédric O, il n'est donc pas secrétaire d'État, mais bel et bien ministre délégué, une première sous la présidence d'Emmanuel Macron. Alain Staron, est-ce que vous pouvez déjà nous dire d'où vient-il? Qui est Jean-Noël Barrot? C'est un peu la question à 1 million, puisque c'est un peu l'inconnu. Voilà, Oui, moi je ne le connais pas, hein, mais je connais très peu de gens, donc je ne suis pas du tout un critère. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé. Oui. Mais ce qui est bien, c'est quelqu'un qui est, on est tous assis, qui n'est pas technique. Et je trouve ça très bien. Plus un politique qu'un technicien, c'est ce qu'on a dit. Un économiste. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, si j'ai bien compris, a bossé au MIT sur les financements de l'innovation, les financements des startups. Et donc pourquoi je trouve ça bien? Et j'espère que son cabinet ne sera pas fait de trop d'ingénieurs, parce que ce dont on souffre en France, dans le financement de l'innovation, c'est de conduire le résultat. C'est-à-dire qu'on dit développer ça parce que je veux ça, moi, tout puissant, sachant politique, mais sachant de quoi demain sera fait. Et c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on change, au contraire de la Chine et des US. On dit allez-y, on verra bien. Nous, le on verra bien, c'est un truc hors contrôle, c'est pas français du tout. Donc ce que j'aime bien avec son profil, ce que j'ai simplement lu, je ne connais pas plus que ça, c'est que justement il a ce détachement par rapport aux filières technologiques pour dire à la limite, la technologie, je m'en moque, faites au mieux et c'est vous qui savez. Et moi, je vais organiser la partie financement. J'ajoute juste un point, c'est le programme de l'innovation de l'Europe qui vient de se lancer. 45 milliards, jamais on aura ça en France. Donc il faut qu'on se mette évidemment au cœur de ces sujets-là. Et pour rebondir juste sur la conversation précédente, dans les mécanismes mis en place, il y aura un bac à sable réglementaire. C'est-à-dire la possibilité de faire un peu à côté de la réglementation actuelle, justement pour préparer des choses qui ne seraient pas compatibles avec la réglementation actuelle, mais qui seraient très pertinentes et qui permettraient, qui demanderait à nos législateurs de modifier la législation future. Donc c'est extraordinaire qu'on ait réussi à mettre ça en place. Enfin, c'est la présidente tchèque, c'est la prochaine, mais je trouve ça très très bien. Guillaume Seligman, non pas donc sur la personnalité évidemment de ce nouveau ministre, mais je le disais, quel message selon vous le président a-t-il voulu faire passer en élisant donc un ministre et non plus un secrétaire d'État? Alors, moi, je vais laisser au président le soin et puis au Premier ministre le soin de préciser leurs pensées à cet égard. Mais ce qu'un observateur détaché pourrait dire, c'est que, comme vous l'avez souligné, ça donne à cette fonction une importance accrue. Il y a une petite subtilité administrative française qui est que le secrétaire d'État ne participe au Conseil des ministres que sur les sujets qui l'intéressent, alors que le ministre délégué participe à tous les conseils des ministres. Donc ça n'est pas neutre. Ça n'est pas neutre non plus sur le plan protocolaire, et ça n'est pas neutre enfin par l'audience que le ministre a. Sur son périmètre et son champ d'action aussi, voilà, c'est ça qui va être intéressant, évidemment. Mais le ministre délégué est aussi dans la sphère de son ministre d'État de tutelle, Bruno Le Maire. Et donc, qui est le ministre de l'économie. Qui est le ministre de l'économie. Et donc, ça montre bien le lien indissoluble qu'il y a entre l'économie, le financement et les aspects d'innovation, pas seulement de technologie, mais dans tous les domaines qui sont dans le périmètre de ce ministère. L'impact environnemental, les problématiques d'intelligence artificielle, les problématiques de souveraineté européenne française, et la capacité à faire émerger des champions. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, qu'on soit un partisan de sa politique ou non, force est d'admettre qu'il y a eu une émergence d'acteurs majeurs à l'échelle aujourd'hui mondiale qui a pu se développer. Et donc, toute la problématique de ce nouveau ministre va être de continuer à encourager non seulement ce type de nouveaux leaders, mais également de rendre fertile le terreau français pour faire émerger les solutions de demain. Alain Staron, avant de se quitter en quelques secondes sur ces défis là, que vient de nommer Guillaume Seligman, on est d'accord sur les défis, sur les chantiers, c'est cela? Une phrase glanée à Vivatech: est-ce que la data peut sauver le monde? Sur l'angle d'écologie. Autrement dit, c'est très important que le ministre en charge du digital soit à tous les sujets, comme l'écologie, parce qu'en fait, c'est indimement lié et c'est absolument transversal.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'être venus débriefer l'actu tech. Alain Staron, président et cofondateur d'Artifil, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Guillaume Seligman, merci à vous également de nous avoir accompagnés. Je rappelle, vous êtes avocat associé au sein du cabinet Ayache. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On ne se quitte pas tout de suite, on marque juste une courte page de pub et on se retrouve après dans Smart Tech.